Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Il officie actuellement, entre autres, en tant que collectionneur-acheteur dans l'excellente émission Affaires conclues. Alors comment ce mystérieux et flamboyant collectionneur à part a-t-il fait pour constituer sa superbe collection napoléonienne? Un pacte faustien. La légende veut que Pierre-Jean aurait passé un marché avec le facteur cheval. Lui, le facteur cheval, s'engageait à ne ramasser que les cailloux qu'il trouverait sur son chemin, tandis que Pierre-Jean, lui, s'engageait à ne ramasser que les objets ayant trait à Napoléon. Donc il y en a un des deux qui s'est fait avoir. C'est une affaire, oui, tout à fait. Une affaire conclue. Une affaire très conclue, oui. Quoi qu'il en soit, il va nous dire ça tout de suite lui-même. Alors, tu as sorti deux livres, évidemment, le premier en 2019, Napoléon, aux éditions La EPA, Collection, ouais. Et Appelez-moi l'Empereur. Alors, c'est vrai qu'ils sont bons. Appelez-moi l'Empereur, il est sorti il y a 3 jours. Et elles sont- Et voilà, on a fait Ruquier, on a fait Drucker, enfin il y a une grosse promo. Mais celui dont je suis très fier, c'est celui chez EPA, Napoléon La Collection, parce que c'est quand même plus de 25 ans, 30 ans de collection. J'ai 49, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, même un peu plus tôt. Et voilà, donc c'est le livre qui sacralise un petit peu ces 30 années de Oui, parce qu'effectivement, passion. c'est vraiment le... Et également à Cherbourg, cette magnifique Eh bien, place ça, de oui. Napoléon, hein, avec une les statue. plus lui-même. belles statues au monde qui représentent Napoléon. Bon, Oui, voilà, alors, c'est tu- extraordinaire. Tu la connais, évidemment. Je l'ai vu il y a longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Cherbourg. Mais il paraît que la statue a été nettoyée, Donc là, restaurée. ils l'ont frotté un peu, là. Donc Ouais. j'ai hâte de retourner à Cherbourg. J'espère y aller cette année. Si on m'invite à Cherbourg, je viendrai volontiers. Alors, tu connais un peu le Cotentin, Malheureusement, pas assez. Mais je connais beaucoup plus New York que le Cotentin. Mais c'est beaucoup mieux desservi pour aller à New York que pour venir ici. C'est malheureusement. Alors, le slogan, le Cotentin, on s'en cotente, hein. Voilà. Bien Ça, sûr. Tu le gardes Bien sûr, on pour toi. s'en contente. Ah. Donc Napoléon, c'est tout petit déjà, puisque tu l'as découvert, tu dis à l'âge de 8 ans. Tu te souviens de cet instant de découverte? Écoute, mes parents m'avaient offert une bande dessinée, ce qui était chez Nathan. Et c'était une bande dessinée intelligente, parce qu'il y avait des textes aussi. Donc au départ, j'ai regardé les images, et après j'ai lu les textes. Et puis après, j'ai demandé à mes parents d'aller aux Invalides, à la Malmaison. Et donc, ça a été, oui, un tremblement de terre dans ma vie. Et dans la vie de mes parents aussi. Parce que s'ils m'auraient offert un livre sur les escargots, je serais devenu peut-être le plus grand collectionneur au monde d'escargots de Bourgogne. Ouais, mais là, ça t'aurait obligé à marcher lentement, parce qu'ils vont pas vite. Ah oui, Ouais, oui. Voilà, ou alors à manger beaucoup d'ail. Moi, j'ai Là, j'aurais mal fini, là. Hein. Alors, qu'est-ce qui te fascine chez ce grand homme? Ce que je dis assez régulièrement, mais je pense que c'est quand même ça me paraît la vérité. Napoléon est un self-made man. C'est avant la Rockefeller, avant Getty, avant le rêve américain. C'est Napoléon. Il était à peine français. Il était corse, à peine corse, même génois. Parce qu'il avait des vues sur l'Amérique aussi. Hein. Bien sûr, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui n'était pas du sérail. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sérail. Eh bien, lui n'était pas du sérail, et justement, il a permis à des gens de toute classe sociale et de toute circonstance de pouvoir se hisser en haut de la pyramide, de l'échelle. Et ça, c'est quand même assez fantastique. Parce qu'effectivement, on lui doit plein de choses, hein, le bac, le code civil, les grandes institutions, l'école militaire, enfin tout. Enfin, il a fait énormément de choses. L'euro, pour aujourd'hui, on nous parle de l'Europe, on nous bassine on nous bassine à longueur de journée avec l'Europe. Enfin, excusez-moi, messieurs, dames, mais si vous connaissiez un peu mieux votre histoire, messieurs les politiques, eh bien, vous sauriez que c'est Napoléon qui a créé l'Europe. Non, mais Et même Charlemagne au départ. Alors, Napoléon qui n'était qu'à moitié corse, puisqu'il ne croisait qu'un bras. Hein. C'est vraiment... Alors moi, ce qui me bluffe chez Napoléon, c'est cette faculté à faire face à toutes ces coalitions, parce qu'il en vient, sur 7, il en vient quand même à bout de 5, que je dis pas de bêtises. Alors, pour les jeunes qui m'écoutent, c'est 5 grosses bagarres dans la cour de récré, et il est tout seul contre tous, le mec. Ah oui, il est fort. Il est très fort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, il succombera au nombre, parce que tout le monde s'est ligué contre lui. Mais il le savait, de toute façon. Il savait, donc tu penses qu'il était... Oui, mais bien entendu. De toute façon, c'est comme tous les grands hommes politiques. À un moment, il trébuche. Gravé dans le marbre. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Il le fait bien. Il le fait bien. Ta campagne préférée, évidemment? Ma campagne préférée, c'est la campagne de France. La campagne de France. La campagne d'Égypte, c'est bien, mais la campagne de France, elle me plaît parce que c'est une campagne où il gagne, en fait. Il gagne de victoire en victoire et il va quand même perdre, parce qu'ils sont trop nombreux. Et voilà, c'est une
campagne de bravoure. C'est là où on voit vraiment le génie du personnage, qui est quand même dans une forme assez mauvaise. Oui, parce qu'il est pas physiquement, il est pas au top. Non, il est loin d'être au top. Il a pris beaucoup de poids, il est fatigué, il a des crises d'hémorroïdes. Enfin bon, c'est quand même pas le paradis sur terre. Tout le monde le trahit. Et il montre sa faculté d'être un chef de guerre, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la campagne de France. Alors c'est vrai qu'il a. Alors tu m'as obligé à me replonger dans mes cours d'histoire parce qu'on apprenait ça quand on était gamin. C'est vrai que Napoléon est fascinant. Franchement, si vous n'apprenez que ça, les jeunes, mettez-vous dedans. Ah ben. Et ils font même des jeux vidéo là-dessus avec des simulations. Mais il y a les jeux, les Napoléon War Games. Je crois que c'est un des jeux vidéo les plus rentables au monde. Il a été acheté par des millions. Non mais j'ai l'air d'être un martien quand je parle de Napoléon. Quand je vois la semaine dernière, j'étais chez Ruquier et il y avait Besson et puis eh bien mon cher Pierre-Jean. Ben voilà. Mais vous savez, Napoléon, sans lui, on n'en serait pas là, quoi. Non, mais tout à fait. Et en attendant, c'est quand même le personnage le plus connu au monde après Jésus. Et le monde entier nous envie. Il y a que nous, on est un peu des chauvins et on le regarde. Mais le jour où où les politiques actuels ou même les anciens, avec le général de Gaulle adorait Napoléon, Pompidou adorait Napoléon, Giscard aimait Napoléon. Mais aujourd'hui, ils traitent Napoléon comme si, mais le jour où ils seront au 10e du quart de ce que Napoléon a fait, eux, ils ont pas des casseroles au cul comme tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Alors, on revient à ta collection qui oscille entre 2000 et 3000 objets ayant trait à Napoléon. Alors, elle s'améliore ou elle empire? Jeu de mots, maître Gabello. Oh, elle empire. C'est très bien dit, hein. Je suis étonné. Comment t'as fait pour faire une telle collection? Alors, quel est le premier objet acquis? Le sous-fétiche de l'oncle Pixie. Le premier objet que j'ai acheté, c'était une lettre. Une lettre de Napoléon qui annonçait la victoire d'Iéna, que j'ai toujours d'ailleurs. Mon père était journaliste, il avait gagné un scooter, il me l'avait donné. Mais c'était un 90 cm3 et j'ai pas voulu passer le permis, ça me stressait. Donc j'ai vendu le scooter, j'ai acheté la lettre. Et d'ailleurs, depuis, j'ai toujours pas le permis de conduire, je sais pas conduire. Et tu cours avec la lettre en faisant. Ben voilà, c'est ça. Ouais, au moins la lettre, elle est toujours là. Alors que le scooter ou la moto, elle serait plus là depuis le temps. Elle est bien protégée. Oui, ça y a pas de souci. Je respecte les objets. Alors oui, c'est là que tu avais fait ce crédit là que tu dis là pour le. Oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Non, ça c'est autre chose. Le crédit, c'est pour le testament de Napoléon. C'est pour le testament, d'accord. Alors, celle-là, j'ose. On te l'a jamais faite. Peut-être que c'est. Est-ce qu'on peut dire que le plus bel objet de ta collection, c'est ton Bonaparte? C'est mon Bonaparte chaud, bien sûr. Parce qu'il faut que l'appartement soit chaud quand même. L'appartement chaud. Ton objet préféré, vraiment celui dont tu es le plus fier? Celui dont je suis le plus fier, c'est peut-être l'anneau du sacre, la bague du sacre. Oui. La fameuse bague. Le fameux saphir que Napoléon a reçu du pape Pie VII et qu'il a sur le tableau du couronnement, etc. Oui, ça c'est vraiment J'ai beaucoup d'objets dont je suis fier. Le certificat de mariage, des choses comme ça. Comment tu l'as eu ça? Je l'ai acheté, tout simplement. Mais je l'ai acheté comme étant une bague du cardinal Fesch et non pas étant l'anneau du sacre. J'aurais jamais eu les moyens. Moi, je suis pas. Mon père était journaliste, ma mère était dans la mode. Je suis pas malheureusement un fils d'archevêque. On faisait ça tu changes la dénomination pour changer la TVA, ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est plus que de la TVA, là. C'est l'emprunt russe, là. Mais c'est vrai qu'elle est superbe, cette bague. Franchement. Elle est en Chine en ce moment. Ouais. Et j'ai compati, j'ai regardé tes aventures parce que je t'ai pas mal visionné aussi. Et là, quand la feuille d'or t'est passée sous le pif, c'était dur de la feuille. Bah oui, ça fait le kilo d'or un peu. Ça me fait quelque chose. Ça fait très cher. 600 000 elle est partie. 500 plus les frais, 635 000, ouais. Pour 8 grammes d'or, ça fait le kilo à je sais pas combien de millions. Enfin, bon, à la limite, toi tu t'en fiches, c'était vraiment la feuille d'or que je m'en foutais totalement du prix, c'était pas important. Non, ce qui m'énerve, c'est que ça a été acheté par deux Chinois qui n'en ont rien à foutre et qui ont voulu faire un coup et qui, ça se trouve, cette feuille sera un jour perdue, disparaîtra. Donc c'est un peu énervant, quoi. Ce qui est surtout énervant, c'est que cette feuille d'or aurait dû être classée par le Louvre et, voilà. et je l'aurais acheté, c'est tout. Et que j'estime que malheureusement je l'ai dit au ministre de la Culture il y a 15 jours, que j'apprécie, Franck Riester, c'est un type charmant, mais le problème c'est pas le ministre qui fait la politique, c'est le président. Et ça fait quand même depuis quelques années qu'on n'a plus de politique culturelle en France. Est-ce que tu commences un peu à peser dans la balance, parce que t'es quand même assez médiatisé, là tu commences à avoir un peu, est-ce que ça pèse ta parole vis-à-vis de ces gars-là? Oui, ils m'écoutent, en tout cas ils me reçoivent. Ils te reçoivent. Et puis de toute façon, le jour où je commencerai à asséner mes vérités, il y aura des petits soucis, oui, je pense.
Vous savez, quand on devient un personnage populaire, on est écouté. Mais bon, j'espère que j'aurai pas à faire du chantage entre guillemets à ça, parce que c'est ridicule. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que, ceci dit, pour faire passer des choses qui te tiennent à cœur, ça peut. Écoute, peut-être qu'un jour je ferai de la politique, j'en sais rien. Je serai peut-être un jour ministre de la culture, mais là aujourd'hui, ça serait plutôt l'inculture qui prédomine dans ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'essaie d'aider avec Stéphane Bern qui est un ami. Et même Franck Riester que j'apprécie personnellement, ou d'autres anciens ministres, Frédéric Mitterrand que je connais relativement bien. Voilà, on essaie de faire des choses, mais après c'est pas facile parce qu'il faut de l'argent et il faut surtout de volonté. Et aujourd'hui, malheureusement, tous ces ministères sont englués par des fonctionnaires qui sont surtout sur leur précaré, quoi. C'est ça le problème de la France. On est dans un pays totalement fonctionnalisé. C'est ça, c'est le gros problème. Pourquoi aux États-Unis ou même en Allemagne, les États-Unis s'en sortent mieux que nous, même l'Allemagne, parce qu'ils ont moins de fonctionnaires. Et c'est tout. Enfin, c'est triste à dire, mais on est foutu. Si on continue comme ça, on est foutu. Quand tu as dit précarité, j'ai entendu précarité. Ça fait presque précarité. Ça peut faire les deux d'ailleurs. De toute façon, les deux sont bons. On peut changer mes mots. Alors, au cours de ta carrière de collectionneur, on va passer au chapitre suivant après. Tu as innové en couplant le jeu de la jarretière avec le principe des enchères, puisque, voilà, tu l'expliques, tu tirais sur la robe de la dame. Oui, bien sûr. Une vieille copine à moi qui a 97 ans maintenant, Morissette Silbert. Et donc c'est elle qui enchérissait. C'est elle, voilà, bien sûr. Ah non, mais moi je me cachais. Maintenant aujourd'hui, je suis trop connu, je peux pas aller en salle des ventes. Tu peux pas aller en salle des ventes. Mais non, parce que les gens me voient monter, donc je prends un téléphone, une ligne téléphonique. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, j'ai plus un rond. Donc bah non, mais faut pas croire hein, que France Télévisions, c'est pas TF1. Alors, dans le cadre de la présentation de ta collection, alors tu es amené à voyager de par le monde. Alors, sympa quand même. Oui, enfin là, je devais être en Chine ce week-end, mais avec le coronavirus, eh bien, ça a été annulé, ça a été reporté. Ma collection est en Chine depuis un peu plus d'un an. Et tu vas pas la récupérer. Si, on va la récupérer, mais l'idée c'est de la récupérer rapidement. Donc là, a priori, elle doit revenir en septembre, fin septembre. Début octobre. Qu'est-ce que t'as là-bas? Alors t'as beaucoup de choses. Il y a 250 pièces. Il y a l'anneau du sac. Il y a le portrait de Napoléon par Gérard. Il y a le chapeau de la bataille d'Essling. Il y a le lit de campagne de l'empereur. Le lit d'apparat du roi de Westphalie. Non, mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Arrêtez de tout. Et à la fin de l'envoi, je tousse. Non, mais arrêtez de tousser sur ma collection. Alors tout ça, ça commence à Melbourne en 99 avec une. Et ensuite, après, j'ai remarqué quand même. 99, une exposition en Australie, Melbourne, après les États-Unis. Et les États-Unis, beaucoup. Alors. Oui, pas beaucoup. Ça a duré une dizaine d'années, mais c'était des expositions très culturelles. Il n'y avait pas beaucoup de budget, mais on arrivait quand même à faire des choses, oui. Qu'est-ce qui fait que tu vas beaucoup plus aux États-Unis? C'est que les États-Uniens aiment l'empereur. Ouais. Les Américains, ils aiment Napoléon, puisque Napoléon, pour eux, c'est un self-made man, comme je disais à l'entrée. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais. Nous, on vit avec Napoléon. Nous, le code civil, c'est Napoléon. Le code de procédure, c'est Napoléon. Le code du commerce, c'est Napoléon. Les impôts, c'est Napoléon. Mais nos fonctionnaires, l'ENA, c'est Napoléon. Enfin, tout ça, c'est étonnant, mais comme dirais-je, plus on en a, moins on s'en sert, quoi. Mais c'est vrai que tu dis ça à un jeune de maintenant, il se rend pas compte de tout ce qu'a fait Napoléon, effectivement. En l'espace de 14 ans, c'est 2 septennats aujourd'hui, ou 2 quinquennats et demi. Effectivement, j'étais parti sur effectivement les États-Unis, les Américains, qui en fin de compte aiment Napoléon aussi parce qu'il y a l'histoire des Anglais quand même là-dedans. Oui, mais les Anglais, de toute façon. T'as pas été là-bas chez les Anglais? Ah si, j'ai exposé même en Angleterre. Pour le bicentenaire de la bataille de Trafalgar, j'avais fait une exposition avec eux au Maritime Museum de Londres. Non, mais les Anglais, curieusement, sont des grands fans de Napoléon. Ils sont fans de Napoléon. Oui, ils aiment beaucoup Napoléon. Mais même à l'époque, Lady Holland était une grande supportrice de Napoléon. Et le Parti libéral a fait beaucoup pour Napoléon. Donc, quand je dis, souvent à faire conclure, je dis, les Anglais, mais je rigole, c'est de la provoque. Moi, j'adore aller à Londres, j'adore l'Angleterre. Je trouve qu'ils ont un flingue. Bon, après, ils font un peu chier le monde. Mais ils seraient pas des Anglais s'ils faisaient pas chier le monde. Mais on les aime bien quand même. Avec le chien qui s'appelait Brexit, parce qu'on savait pas si vous voulez. Bien sûr, avec sa jolie queue. Extraordinaire. Alors, tu es un grand dépositaire de l'héritage napoléonien au travers de ta belle collection. Alors, on l'a pas dit, mais administrateur quand même du cercle France-Napoléon.
Tu fais également partie du comité directeur du Souvenir napoléonien. Oui, je fais partie de toutes ces assos, etc. Mais bon, tout ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, tu fais des apparitions? Bah écoute, on n'y fait pas grand-chose parce que c'est comme toutes les associations. On parle, on se tape une bonne croûte à la fin et après tout le monde s'embrasse. Mais et puis il y a toujours un président, un vice-président qui profite des notes de frais pour voyager à l'œil dans toute la France. Mais je dirais que non, ces associations servent aussi parce qu'on parle de Napoléon, on parle de l'histoire, on fait des conférences, on fait des lectures et ça fait avancer le chemin public. C'est un devoir de mémoire aussi pour. C'est un devoir de mémoire, voilà. Et puis bon. On le fait avec que ce soit Stéphane. Avant, il y avait Alain Decaux, André Castelot. Aujourd'hui, c'est Berne, c'est peut-être Chalençon. Alors, est-ce que c'était ton ambition? Alors, enfant, effectivement, est-ce que tu te voyais à 8-10 ans, là où t'es, quoi? Oh, pas du tout, non. Pas du tout, non? Qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Moi, je voulais être clown. Donc, tu voulais être clown? Voilà, ouais, je peut-être le fais bien, d'ailleurs. Non, moi, je voulais être clown. Je voulais être soit clown ou président de la République. Bah, je suis entre les deux, en fait. Je donnerais pas ma place pour aller à l'Élysée. Hein, et t'as pensé monter sur scène? Non, mais sérieusement, à dire des Ah oui, non, mais j'ai déjà commencé. On a un one man show qui a été écrit par Arnaud Gidouin. Mais avec tout ce qui se passe entre le coronavirus, les grèves, les gilets jaunes, le théâtre est quand même très très endommagé en France en ce moment. Et donc lancer un spectacle en ce moment, faut être un peu taré, quoi. Il y a pas un producteur qui suivrait. Donc j'ai fait quelques shows devant 300-400 personnes que j'ai produit moi-même, ça a très bien marché, mais c'est vraiment sporadique. Je vais lancer ça surtout à la rentrée. Alors, tu réalises quelque part ton ambition de l'être dans l'avoir. Tu jubiles comme Gollum avec Le précieux, maître. Ils veulent nous voler le précieux. Est-ce que t'as peur qu'on te pique des trucs? De où ça? Bah de ta collection. T'as pas peur des fois que non? Non. J'ai vendu des choses, je vends régulièrement des objets pour acheter mieux, pour que la collection soit la plus jolie possible. Après, j'ai déjà eu des soucis de vol. Bon, bah écoutez. T'as eu des choses Oui. Une fois, j'avais fait une soirée, les gens sont partis avec un petit buste et une carabine. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie, voilà. Ton parcours à la télé, ça se passe bien. Tu arrives tout naturellement. Bah oui, écoute, c'est comme ça. C'est un parcours, c'était pas un long fleuve tranquille, mais je pense que moi j'y suis pour rien. On m'a proposé de faire de la télé, ça a marché. Puis le jour où ça s'arrêtera. Tu t'éclates quoi dans l'émission? Je m'amuse beaucoup, mais je me sens un petit peu j'ai hâte. J'aimerais bien bouger un peu. J'aimerais faire d'autres choses. J'ai des projets, donc on verra. Ouais, bah je me doute. Un type bouillant comme toi, voilà, il va sauter par-dessus la casserole au bout d'un moment. Voilà, ça c'est évident. Et comment je veux dire, est-ce qu'il y a des objets vraiment qui te sont passés sous le nez? Oui. Il y a plein de choses heureusement, si j'avais tout, ce serait pas drôle. Il faut encore avoir un peu d'adrénaline. Moi, j'avais bien mis cet automate là, mais il t'intéressait pas trop là. Quel automate? Dans l'émission. L'émission, oui, le chien là. Alors, il y avait il y avait un petit automate qui me ressemblait là aussi. Oui. Ah, il y avait celui-là, et moi je pensais à celui de Madame Irma qui était pas mal. Je me rappelle plus. Tu sais, on en a fait près de 4000 des objets. Oui. Moi, j'ai pas la mémoire non plus. Là, c'était un espèce de buste avec une Madame Irma qui te donnait des prédictions. Oui, je vois très bien. Oui, on l'a acheté. C'est Marcel Campion qui l'a acheté. C'est Marcel Campion qui l'a acheté. Ouais. Enfin, c'est Caroline qui l'a acheté pour Marcel. Tu vas faire autre chose? Tu penses déjà à l'après? Oh oui, l'après, le pendant, l'après, on sait tous qu'on va finir au cimetière, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ça, on n'y pense pas trop. Et puis l'après, on verra. Oui, mais je suis pas un homme de télé. Moi, je suis un homme d'histoire et de culture. La télé me sert à véhiculer ce que j'ai envie de dire. Mais comme j'ai une forte gueule, un jour je dirai un truc de trop et ça sera fini. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la communication sur l'histoire. Là, j'ai un projet en Chine. Enfin, j'ai plus qu'un projet, parce que je retourne en Chine dans quelques semaines. J'ai un projet en Belgique. J'ai un projet en Russie. Toujours dans le cadre de toujours avec Napoléon. L'année prochaine, je vais exposer à Waterloo quelques objets. Donc voilà. Après, je voudrais développer tout ça, mais la culture c'est le parent pauvre de l'économie aujourd'hui. Et alors, vu que ce qu'on est en train de traverser comme corona connerie, non mais c'est vrai que ça fait quand même 2-3 ans qu'il y a un vrai bordel en France et un peu à l'étranger. Donc il faut quand même qu'on responsabilise tout ça, sinon ça va finir par une révolution générale. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com